Ce jeune, Young-chul, est devenu l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de Corée du Sud entre 2003 et 2004. Cet homme déambule dans une ville effrayée. Une police refusant de reconnaître qu'elle a un tueur en série entre les mains. Son arme de prédilection, un marteau artisanal, avec qui il se lancerait dans un règne de terreur imbibé de sang, avant d'être finalement amené à la justice. Dans une affaire pleine de rebondissements les plus choquants que vous ayez jamais connus, mais ce jeune gars n'était pas étranger à enfreindre la loi. Avant de devenir un tueur au cœur froid, il est déjà venu avec un rapport assez inquiétant. Plongeons directement dans le monde déséquilibré du Coréen qui a mangé 26 personnes. Également connu sous le nom de tueur d'imperméables. Corée du Sud 2004. Le propriétaire de plusieurs salons de massage à Séoul a remarqué que certaines des filles qui travaillaient pour lui semblaient disparaître en tant que travailleuses du plaisir. Il n'est pas surprenant qu'elles n'aient pas été remarquées par leur famille ou leurs amis, car beaucoup d'entre elles menaient une vie isolée. Cela les rendait également plus faciles à cibler. Finalement, la sonnette d'alarme retentit lorsque le propriétaire du salon de massage reçoit un appel d'un gentleman nécessitant les services d'une de ses filles. Normalement, ce bois provoque l'alarme, mais cet appel provenait du téléphone de l'une des filles disparues elle-même. Une opération a commencé à tromper l'appelant en lui faisant rencontrer une fille qui avait été piégée par la police et il est tombé directement dans leur piège. Lorsque le jeune Chul est arrivé sur les lieux, il a été rapidement placé en garde à vue, mais ce que la police pensait être simplement un cas d'enlèvement et de trafic d'êtres humains s'est avéré être l'une des tueries les plus horribles jamais commises. Incroyablement, lors de son interrogatoire, il a admis avoir enlevé la vie à plus de 20 personnes, dont la plupart étaient des travailleuses du plaisir ou des victimes âgées et riches. Et il finirait par montrer à la police où il avait enterré les corps. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à commettre de tels actes diaboliques contre une autre personne? Eh bien, cette histoire commence quand vous n'étiez qu'un enfant. Young-chul est né dans la pauvreté en 1970 à Gauchan et a eu une jeunesse difficile avec d'autres enfants à l'école, se moquant de lui à cause du statut de classe inférieure de sa famille. Parce que certaines de ses victimes étaient riches, on pense que c'était son statut social de pauvre depuis son plus jeune âge qui finirait par conduire à sa haine pour ceux qui étaient bien mieux lotis que lui. Lui et ses frères et sœurs ont également été abandonnés très tôt par leur mère qui les a laissés un jour chez leur grand-mère et n'est jamais revenu. C'était jusqu'à ce que son père prenne la responsabilité des enfants et les installe chez lui avec leur nouvelle belle-mère. Mais ce n'était pas une vie de famille heureuse. Comme leur belle-mère était violente envers les enfants, la tragédie est survenue lorsque leur père décède en 1985 dans un accident de la route qui a dévasté Yu et sa famille. À partir de là, il avait eu une réelle opportunité de changer sa vie dans le but d'échapper à la pauvreté. Mais après avoir postulé à une école d'art, il subira un autre coup dur puisque l'école le rejettera. En 1988, il finira par se contenter d'une école technique qu'il acceptera avec les qualifications qu'il possédait. Mais au lieu d'étudier dur, il a découvert une nouvelle façon de gagner de l'argent rapidement. En se livrant à une vie de crime. À seulement 18 ans, il a été surpris en train de voler un voisin riche. Chul a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Il a raté ses cours et a échoué aux épreuves. Ses crimes se sont rapidement intensifiés, s'appropriant des articles plus chers, de l'argent liquide et finissant par devenir normal. Il sera de nouveau appréhendé en 1991 après avoir volé son propre propriétaire. Cette fois, il risquait la prison où il passerait 10 mois à l'intérieur pour réfléchir à ses actes. Et au lieu de profiter de la vie de famille, Chul est rapidement revenu à ce qu'il connaissait le mieux et s'est remis au vol. Il a ensuite été surpris en train de voler une voiture et a passé 8 mois supplémentaires derrière les barreaux. C'est à sa libération qu'on lui a diagnostiqué une épilepsie, pour laquelle il passerait du temps dans des soins médicaux avant de revenir, ce qu'il utiliserait plus tard pour enfreindre la loi pour ses propres besoins. Jusqu'à présent, son dossier était plein de vols ou similaires. Des crimes qui n'ont fait de mal à personne autre que les compagnies d'assurance, bien sûr, mais il passera du petit larcin à l'individu malade et tordu lorsqu'il sera arrêté pour vente de pornographie illégale. Et a été envoyé en prison pendant 2 ans.
pour immédiatement récidiver à sa libération et retourner à une vie derrière les barreaux pendant 3 ans supplémentaires. Et pendant tout cela, sa femme était restée à ses côtés pour élever leur fils pendant qu'il continuait à voler et finissait par se faire arrêter par la police à maintes reprises. Mais elle en a eu assez de ces méthodes imprudentes lorsqu'en 2000, il a été reconnu coupable d'avoir violé une jeune fille de 15 ans et condamné à encore 3 ans et demi, obligeant sa femme à finalement demander le divorce. Abus et d'alcool étaient habituels. À sa libération en 2003, il s'engagerait sur une nouvelle voie de dépravation qui provoquerait une onde de choc à travers le monde et laisserait une ville en proie à la peur. À l'intérieur de la prison, Schul avait commencé à admirer un tueur du nom de John Du-Young, qui a enlevé la vie à 9 personnes. Entre 1999 et 2000. Chacune des victimes était riche. Quelque chose auquel Schul semble s'identifier. Sa haine pour ceux qui ont de l'argent s'était intensifiée et il avait également développé une haine pour les femmes après son divorce, laissant son esprit plein de pensées sombres et dangereuses inspirées par son idole. Jeune. Vous l'avez cité plus tard. Peut-être un avertissement sévère des terreurs à venir. Vivant chez sa mère, il avait accès à son fils, mais ses visites allaient prendre une tournure beaucoup plus sinistre. Schul a prévu de se venger de sa femme de la manière la plus cruelle. Il prendrait la vie à elle et à leur fils. Et les visites seraient le moment idéal pour lui de le faire. Il a admis plus tard qu'il ne pouvait pas accomplir cet acte, dans une certaine position morale. Sa femme et son enfant survivraient à ce maniaque sadique, mais malheureusement, il n'aurait pas autant d'hésitation lorsqu'il trouverait sa prochaine cible. Les riches. Pour être préparé, il fallait s'entraîner à tuer et il savait exactement comment il s'y prendrait. Il a construit sa propre arme, fabriquant un marteau suffisamment puissant pour tuer avec son long manche, remplacé par un marteau plus court, personnalisant la poignée selon ses propres besoins. Avec un couteau et des gants, il avait tout ce dont il avait besoin pour mettre en œuvre ce qu'il appelait sa vengeance et tester sa nouvelle arme trouvée. Il a commencé à emmener des chiens errants dans des forêts isolées et battues et les a ensuite tués avec frénésie. Comme de nombreux tueurs en série progressaient de cette façon, où ils ont souvent commencé leur méthode tordue sur les animaux avant de progresser vers des victimes davantage humaines. Schul ne faisait pas exception. Le 24 septembre 2003, Schul était un homme libre depuis moins de 2 semaines avant de mettre son plan à exécution. Il a ciblé la région occidentale de Sinsadoun, et il ne lui a pas fallu longtemps. Lee Dok-soo était un professeur à la retraite d'environ 70 ans qui vivait avec son épouse Onoke. Schul rentrera par effraction à leur domicile vers 10 h du matin et poignardait sans pitié Monsieur Lee au cou avant de se retourner contre sa femme et la matraquer avec le marteau avec l'intention de l'achever. Étonnamment, après tout cela, il a nettoyé et est parti. Il a dû rentrer par effraction dans la maison parce qu'il avait oublié son couteau. Il a décidé que si la scène ressemblait à un vol qui avait mal tourné, cela pourrait distraire les enquêteurs, mais son erreur, il a saccagé la maison sans rien voler, soulevant un énorme drapeau rouge pour la police. Des empreintes de chaussures seront découvertes. Le 9 octobre 2003 et se retrouve à Gujidong. Pour un délit similaire il s'est introduit par effraction dans la maison d'une famille riche vers l'aube. Après avoir rencontré Mo Kang, 85 ans, il l'a harcelé dans un acte dépravé avant d'être interrompu par la femme du propriétaire. Il l'a forcé à entrer dans le salon et lui a demandé de baisser la tête, probablement dans le cadre d'une sorte d'exécution. Elle a refusé. Après qu'elle lui ait dit que son fils et son mari étaient à la maison, il a déchaîné sa rage et a fait une autre victime. Ensuite, il a ciblé son fils. Ce qui rend ce cas encore plus révélateur à quel genre de psychopathe nous avons affaire. Il a forcé son fils à s'agenouiller et l'a frappé avec un marteau jusqu'à ce qu'il perde la vie. Ce qui rend cette affaire encore plus choquante, c'est que son fils a des handicaps qui montrent à quel genre de psychopathe nous avons affaire. Mais ce pauvre et malheureux père et mari serait celui qui aurait découvert les corps et ce qui aurait dû être une scène déchirante. Ces empreintes de la dernière scène de crime sont également apparues ici. La police avait maintenant quelque chose à faire et a commencé une recherche dans la base de données pour tenter d'identifier l'agresseur. Mais Schul était loin d'avoir terminé, cette fois-ci, il se dirigeait vers Samsondong. Cette fois,
Il s'introduirait par effraction dans une maison où habitait uniquement un habitant de la jungle. June était une mère de 69 ans. Lorsqu'elle l'a rencontrée chez elle, il l'a forcée à entrer dans la salle de bain, où il la battrait dans un autre mépris terrifiant pour la vie humaine. Elle a été découverte par son fils, qui l'a miraculeusement retrouvée vivante. À présent, les médias avaient remarqué la proximité du meurtre et ont commencé à se poser des questions sur la possibilité que ces cas puissent être liés aux mêmes empreintes que plusieurs scènes de crime et aux similitudes de la mort. Mais pour éviter la panique du public, la police a nié que les meurtres soient liés. Il ne faudra que quelques semaines supplémentaires pour que les sombres désirs usés le submergent à nouveau. Et le 18 novembre 2003, il parcourt à nouveau les rues d'un quartier riche. Il s'est approché du gardien de la maison et a sorti son couteau. Alors que Shul sautait sur le propriétaire avec son marteau, le gardien de la maison a attrapé l'enfant d'1 an et a essayé de courir vers la porte. Mais plus rapide a arraché le bébé et l'a enveloppé dans une couverture au lieu de lui faire du mal. Il l'a emmené dans une autre pièce et l'a laissé envelopper pour que ses cris ne soient pas entendus par les voisins. Il est ensuite retourné dans la chambre et a tourné sa haine vers le gardien de maison qui n'a malheureusement pas survécu à l'attaque. Mais Shul a commis une erreur critique qu'il aurait dû dissimuler en saccageant la propriété dans sa tentative habituelle de faire passer cela pour un vol bâclé. Il s'est surpris à laisser son ADN à la police, et si vous pensiez que ce tueur avait une certaine moralité en ne tournant pas son marteau sur le jeune fils du propriétaire, alors ce qu'il se passera ensuite vous rendra malade. Il a mis le feu à la maison, laissant le bébé à l'intérieur. Et il a observé à bonne distance la maison brûler. Le bébé a ensuite été découvert vivant par un membre de la famille, bien que l'incendie ait détruit le corps et que la chambre principale et la majeure partie de la maison est restée intacte. Lorsque la police a vérifié les caméras de sécurité, ils ont finalement jeté un coup d'œil au nouveau tueur en série sud-coréen portant un pull qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la maison couvert de sang. Encore une autre série d'empreintes de chaussures liées à d'autres scènes de crime. Mais Shul arrête de s'en prendre aux habitants plus âgés et riches de la ville, peut-être que la police l'aurait arrêté plus tôt s'il avait continué son schéma familier, mais pour l'instant, il a d'autres idées en tête. Acquérir un uniforme de policier. Il a commencé à extorquer de l'argent aux escortes travaillant dans le quartier rouge. Il était étonnamment très doué dans ce nouveau métier illégal et a finalement collecté suffisamment d'argent pour filmer dans un appartement où il a continué son style de vie imprudent et indulgent, un peu comme les riches étaient un déclencheur de haine usagée. Bientôt, il se découvrirait une nouvelle haine pour la femme après avoir commencé à sortir avec elle et à l'escorter, mais dès qu'elle a découvert qu'il était déjà marié et qu'il avait un passé louche, elle l'a quitté. Et ils ne se sont plus jamais adressé la parole. Le 16 mars 2004, après une courte pause dans sa série de meurtres, il retourne dans la rue avec une seule chose en tête, se faisant passer pour un policier encore une fois, il a ordonné une escorte et a fait semblant de l'arrêter. Il la ramena dans ses appartements. Mais cette fois, la mort viendrait par strangulation. Une fin atroce pour la vie de cette fille, et sûrement une indication de ce que Shul était vraiment sadique à l'instant. Comme si ce n'était pas assez tordu. On rapporte qu'il a examiné la tête de la jeune fille et l'a suspendue pour lui drainer le sang. Réalisant que son appartement du 3e étage n'était pas adapté pour retirer le corps. Il l'a démembré en plusieurs morceaux et les a enterrés dans des sacs d'épicerie derrière l'université de Sogang. Il a ensuite marqué l'endroit où il a enterré. La jeune fille reste avec un bouchon de bouteille, mais ce n'était pas une sorte de marché pour qu'il puisse revenir sur place et admirer son propre travail. C'était pour qu'il n'utilise plus le même endroit pour ses prochaines victimes. Shul briserait son schéma chez sa prochaine victime qui était, en fait, un vendeur ambulant nommé Han Jae-song, après avoir acheté un faux Viagra qui ne fonctionnait pas. Shul a enfilé son uniforme de policier et arrêté le vendeur pour avoir enfreint les lois pharmaceutiques en utilisant sa propre camionnette. Attaque frénétique qui s'est poursuivie avec plus de 20 coups à la tête avec des traces de son propre sang dans la camionnette de la victime.
car la victime s'est défendue et a réussi à le blesser. Alors qu'il n'avait d'autre choix que de détruire les preuves en brûlant la camionnette avec le corps et l'ADN de l'agresseur dans un parking voisin. Il s'est de nouveau tourné vers les escortes du quartier rouge, et c'est ainsi qu'a commencé une courte mais choquante tuerie, mais une tuerie choquante qui prendrait beaucoup plus de vies et laisserait de nombreuses familles en deuil, tuées par un psychopathe sans remords. Cette fois, il appellerait des escortes à son appartement et les matraquerait une à une avant de les démembrer et d'enterrer leur corps. Encore une fois, il suivrait ce modèle avec ses 9 meurtres suivants. Jusqu'à ce qu'un propriétaire de salon de massage commence à remarquer d'étranges disparitions, il semblait qu'il n'était pas le meilleur pour planifier à l'avance, ce qui avait conduit à de nombreuses erreurs qu'il avait commises dans le passé, et cela conduirait finalement à ce que les victimes travaillant dans cet établissement étaient toutes possédées par le même homme. De salon en salon, la liste des escortes disparues s'allongeait. Il a également découvert que le même numéro de téléphone avait réservé des filles dans 2 salons différents, et que toutes 2 avaient disparu. De plus, le numéro utilisé provenait d'un téléphone appartenant à l'une des filles disparues, craignant le pire. Un gérant de salon a appelé la police. La police a concocté un plan pour tenter de piéger le coupable, en supposant que les filles étaient kidnappées et vendues. La police mit en place le piège, dès que Shul appela, ils envoya une escorte au lieu de rendez-vous. L'escorte est arrivée au point de rendez-vous convenu, et à ce moment-là, il semble qu'elle pourrait voir leur suspect. Mais Shul annula le rendez-vous. La raison pour laquelle il a annulé était que la fille était trop grande. Cela a du sens quand on regarde la façon dont il a tué bon nombre de ses victimes. Les victimes elles-mêmes révèlent beaucoup de choses sur l'esprit derrière l'homme qu'il faisait souvent s'agenouiller, affichant des signes qu'il aimait que ses victimes soient soumises. Un peu comme la façon dont il choisissait ses cibles. Il pensait qu'il serait plus facile à maîtriser les escortes sans méfiance et les personnes âgées ou fragiles. En étant confronté à une grande fille, il se serait senti moins en contrôle, et il a donc annulé la dernière minute, mais il ne leur faudra pas longtemps avant de trouver la fille idéale pour jouer le rôle. Une fois l'a pas trouvée, avant que Shul ne puisse agir. Il est encerclé par la police. Il était en train de mâcher désespérément quelque chose, ce qui s'est avéré être les cartes de visite de plusieurs escortes et son téléphone. Il correspondait au téléphone que la police recherchait, mais lorsqu'ils ont amené le voleur et ravisseur présumé dans une salle d'interrogatoire, ce qu'il leur a révélé était bien au-delà de tout ce à quoi ils auraient pu s'attendre. Il a nié les avoir kidnappés et vendus, mais a révélé à la police qu'il était en fait responsable des meurtres qu'il avait commis dans la communauté aisée. La police n'était pas sur des aveux et ne l'a pas cru immédiatement pour inciter les détectives à agir. Il leur a dit qu'il avait tué plus de 20 personnes, en commençant par un meurtre à Saint-Sadong, et en terminant par le meurtre d'une escorte quelques jours seulement avant son arrestation. On ne sait pas s'il a entièrement planifié son prochain mouvement, mais en utilisant son épilepsie à son avantage, il a simulé une crise et, étonnamment, les agents l'ont libéré de ses menottes. Puis l'a laissé seul avec la porte grande ouverte, croyant qu'il était incapable. Cet échec des soins appropriés a permis à Shul de s'échapper, où il est rentré chez lui et a commencé à détruire les preuves. Étrange comme il aurait admis les meurtres pour seulement essayer d'en détruire les preuves. Mais il est clair maintenant que cet individu est extrêmement déséquilibré et ne réfléchit peut-être pas fort. Il a été repéré par un policier 12 heures après son évasion et de nouveau appréhendé. Bien qu'il ait changé son récit à plusieurs reprises, il a affirmé avoir mangé les organes de plusieurs de ses victimes. Cela n'a jamais été vraiment prouvé avec certitude, mais certaines de ses victimes se sont retrouvées dépourvues d'organes. Il a accepté d'emmener la police où les corps de ses victimes étaient, et c'est à cette époque qu'il a gagné le surnom de tueur en imperméable. La réalité est que les services de police chargés de l'affaire ont été critiqués pour la façon dont l'affaire a été traitée, alors que ce n'est pas le cas des propriétaires de salons de massage. Ils n'ont peut-être jamais attrapé leur homme qui a signalé des viols en disant qu'il aurait continué jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Heureusement, il était désormais en détention et allait être jugé pour ses crimes. Au cours du procès, il a tenté d'attaquer le juge et a tenté de se suicider pendant sa détention, provoquant des délits inutiles. Il a tenté d'attaquer un spectateur et n'a manifesté aucun remords envers les familles de ceux qu'il avait tués. Finalement, l'inévitable verdict de culpabilité a été rendu et ce tueur de sang-froid encourait la peine maximale.
Peine de mort. Il se trouve actuellement dans le couloir de la mort, car aucune exécution n'a eu lieu en Corée du Sud depuis 1997. En fait, jusqu'à ce que cette affaire soit publiée dans la presse, l'opinion publique était proche de l'abolition de la peine capitale. Cette série de meurtres et ce mépris total pour la vie humaine ont provoqué la colère du pays et la peine de mort demeure en Corée du Sud. Même si beaucoup ne voient jamais d'exécution. Cette affaire a provoqué une onde de choc à travers la Corée du Sud et reste l'une des pires séries de meurtres, sinon la plus désorganisée, jamais survenue. Mais même si Chul ne fait jamais face à une exécution, nous pouvons mieux dormir en sachant qu'il passera le reste de sa vie naturelle dans une cellule de prison. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour suivre l'actualité.